Cristallochimie, comprendre la formation des alliages. Cette vidéo va s'occuper à expliquer un tout petit peu comment se construisent les diagrammes d'équilibre en phase et on finira par un exemple de calcul de moment chimique. On ne peut parler de chimie du solide sans parler de Linus Pauling, qui fut l'auteur de la détermination de la structure de l'acide désoxyribonucléique ADN. Pauling posant ici avec sa structure originelle et à droite de l'écran la structure plus élaborée en double hélice. Alors, la chimie du solide fait intervenir différentes techniques expérimentales, dont la radiocristallographie, la microsonde électronique à balayage et l'analyse thermique différentielle et un multicalorimètre pour mesurer les enthalpies de mélange. Alors, pour construire un diagramme d'équilibre en phase, on va simplifier. On va partir d'un composé A à un composé B. Et on prélève quelques proportions de A et B, juste avec une lame, un découpeur, un instrument de découpe. On prélève une proportion de A et une proportion de B qu'on mélange. Ici, on peut voir que, n'est-ce pas, cette proportion est riche en A et cette autre proportion est riche en B. Et ainsi, on fait plusieurs échantillons, n'est-ce pas, pour faire une étude de diagramme d'équilibre en phase à partir des constituants A et constituants B. Donc ici, nous avons matérialisé sur l'axe AB. Ici, c'est la fraction massique ou molaire de B. Telle qu'exprimée, c'est la fraction molaire. En général, les fractions massiques s'expriment en B. Et donc, ici, évidemment, nous avons une proportion riche en A. Donc, la couleur de A est plus dépeinte. Ici, nous avons une proportion riche en B. Sa position, vous voyez que c'est proche de B. Alors, nous prenons, ça c'est A, on prend une portion de A qu'on met dans le four ici de l'appareil d'analyse différentielle, d'analyse thermique, et on mesure la chaleur dégagée lors de la fusion en fonction du temps ou de la température. Évidemment, on fait augmenter la température en fonction du temps. Au fur et à mesure que le temps s'écoule, la température augmente de façon linéaire. On observe ici la courbe qui était horizontale au départ. À partir d'un certain temps ou à partir d'une certaine température, la température est bien entendu proportionnelle au temps, on voit une cassure dans la courbe. Voilà. Et le début de cette cassure montre la température de fusion A. On lit sur l'écran la température et on vient reporter cela sur le diagramme. Ici, c'est l'axe de température. On procède de la même manière avec le constituant B. On en prélève un petit morceau qu'on analyse dans l'appareil d'analyse thermique. Cet échantillon B qui est chauffé linéairement et à partir d'un certain temps,
Et donc, à partir d'une certaine température, on voit une cassure, n'est-ce pas, dans la courbe enregistrée à l'ordinateur. Le temps ou la température à partir de laquelle cet accident s'est produit représente la température de fusion de B, ce qui est reporté par une croix, un papier millimétré, sur l'axe, n'est-ce pas, des températures. Donc, je le dis ici, c'est l'axe des températures. Température en degrés Celsius ou en Kelvin. On aura déjà, à partir de ces deux constituants purs, marqué les températures de fusion de A et de B. On aurait pu dire, non, mais ces températures se retrouvent déjà dans la littérature abondante. Pourquoi les mesurer encore? C'est une perte de temps. Non, ce n'est pas une perte de temps, parce que ceci permettrait, n'est-ce pas, de vérifier la fiabilité de votre appareil de mesure et éventuellement de tracer la courbe d'étalonnage pour éventuellement des corrections à apporter sur les mesures faites. Alors, on prend un échantillon E1 qui est là et on l'analyse, n'est-ce pas, parmi plusieurs autres échantillons. On voit que sa courbe ressemble, n'est-ce pas, à la courbe d'un constituant, d'un composé pur. On vient, on reporte ce point-là sur notre diagramme qu'on construit sur un papier millimétré. Alors donc, on fait pareil, ces analyses thermiques, n'est-ce pas, sont faites pour différentes constituants, différentes compositions. On fait varier XB et on prépare toutes ces compositions, n'est-ce pas, que je matérialise ici avec mon stylo rouge. Et on les analyse. Et ça génère un certain nombre de points reportés dans notre graphique ici. Alors, manifestement, tous ces premiers points qui sont là sont alignés. Donc, on prend notre règle et on trace. On voit que ça répond à une température constante. Et on voit une certaine régularité au niveau des points alignés ici qui décrivent une courbe. Et puisque mon E1 correspondait à une température de fusion d'un composé pur, je vais baisser ici. Voilà. J'aurais construit un diagramme d'équilibre entre phases. Ici, quand on fait fondre TB à partir de T de fusion, on a du liquide au-dessus. A, on a du liquide au-dessus. Et E, on a du liquide au-dessus. Et quand on fait fondre n'importe quel constituant intermédiaire, on a un accident là, un deuxième accident là, et au-dessus, c'est du liquide. Donc, tout ce domaine, c'est du liquide. Ici, au milieu, on aura A plus du liquide. Jusqu'à droite, ici, c'est du liquide, et là, c'est du liquide. Et c'est du solide A. Ici, nous avons cette courbe de liquidus. Voilà, la courbe qui fait frontière entre le liquide et le reste, c'est ce qu'on appelle le liquidus. Donc ici, on a un équilibre entre le liquide et le solide B. Mais ici, ces domaines-là vont coexister A et B. Donc, c'est horizontal dans une étude de diagramme d'équilibre de phase. Tout ce qui a comme horizontal par rapport à la température est appelé invariant. Et donc, la réaction eutectique qui est définie ici, les réactions se définissent au refroidissement. C'est-à-dire, lorsqu'on refroidit notre mélange, on passe du liquide pour donner, n'est-ce pas, ici, du liquide.
pour donner A plus B. Voici donc défini ici notre réaction eutectique. Alors, la radiocristallographie nous permet de voir les différentes phases présentes. Alors, ici par exemple, ce sont les diffractogrammes. Nous avons la phase alpha qui est en rouge là, alpha, la courbe ici. Et on a un échantillon quelconque, 45B qu'on a appelé, ici. Un échantillon quelconque là. Et on compare l'échantillon quelconque en bleu là. On compare son diffractogramme, On compare donc son diffractogramme à alpha. On voit que aucun pic ne correspond au pic de alpha. Donc on peut dire que l'alliage 45 ne contient pas de solution solide alpha. C'est pareil ici. Voilà. À partir d'ici, si on analyse, on fait une trempe, c'est-à-dire à partir de la température T inférieure à TE qui est là, on fait sortir l'échantillon du four et on met directement dans un bain glacé, mélange glace eau ou n'importe quoi, on trempe brusquement, on fige le mélange à cette température-ci et on va l'analyser au diffractogramme. On va comparer au pic de A, au pic de B et on verra que dans le diffractogramme, ce mélange qu'on a trempé dans de l'eau pour figer les phases, on va se rendre compte que ça contient A et B. On peut utiliser aussi, n'est-ce pas? Bon, ici, c'est un thermogramme mesuré avec cet appareil qui est là. Ici, on voit un invariant nettement. Ici, on voit qu'il y a deux autres points. Un premier point, une ligne horizontale, enfin une ligne, pas forcément horizontale, et un troisième point. Donc, ça veut dire que cet échantillon rencontre au moins au chauffage, à la chauffe, n'est-ce pas, un premier accident, deuxième, troisième. Et ces points sont représentés sur le graphique. Alors, notre échantillon, notre mélange de A et B, tout à l'heure ici, notre mélange de A et B, ici, figé à température T, dans un bain glacé, peut être bien analysé au microscope électronique à balayage et donner à l'image deux phases, comme ici par exemple, zoomé là. Donc on peut voir, on peut doser ces différentes phases et on peut voir que ça contient exclusivement du A et le blanc contient exclusivement du B. Donc on va dire que c'est en cela qu'on peut écrire ici. C'est en cela qu'on peut écrire ici. Excusez-moi, que dans cette zone-là se trouve A plus B en amalgame. Voilà. Donc, l'analyse l'analyse de diffraction aux rayons X et l'analyse, n'est-ce pas, au microscope électronique à balayage permettent, n'est-ce pas, de voir une présence qualitative des deux phases. Et l'analyse des rayons X de façon qualitative, avec le microscope électronique à balayage, on peut doser la présence des différents constituants et déterminer la formulation. Vous voyez ici, par exemple, on voit que ce domaine blanc-là, quand on dose or, on trouve 33%. Quand on dose l'antimoine, on trouve 65,99%. Ce qui fait presque 66% et 63% ici. Et donc, la formule, c'est AUSP2. C'est ainsi qu'on détermine les composés définis. Alors, excusez-moi, mon diaporama traîne un peu le pas. Bien.
Donc, ici, par exemple, on fait une comparaison d'un échantillon et on voit que de façon qualitative, cet échantillon, 87, qu'on a nommé 87 ici, présente en son sein, son diffractogramme est en bleu, présente en son sein le diffractogramme rouge, où on retrouve ses pics, et le diffractogramme vert, où on retrouve ses pics. Donc, on peut dire que, de façon qualitative, cet échantillon 87 de composition définie ici contient donc ce composé alpha, et, n'est-ce pas, le composé AUSP2 qui est donc le diffractogramme est là. AUSP2 en vert. Voilà. Bien. Et donc, voilà ce qui permet de voir les présences qualitatives. Mais en même temps, au niveau de la microscopie électronique à balayage, on avait déjà vu deux phases. Et donc, l'analyse diffractométrique, n'est-ce pas, ne permet que la confirmation. Voilà, ça nous permet de confirmer. Donc, l'alliage 87 contient donc la phase alpha et phase bêta, de AUSP2, en équilibre. Voilà. C'est ainsi qu'on construit les diagrammes d'équilibre en phase. Alors, mon diaporama est un peu long. Alors, on avait vu précédemment un type de diagramme qui était un diagramme, n'est-ce pas, eutectique. Mais supposons qu'on a une série de points, n'est-ce pas, qui répondent à cette figure. Alors, on voit ici qu'il y a un invariant, contraste, et ici aussi, on voit qu'il y a un invariant qu'on se permet de tracer. Voilà. Donc, on peut s'imaginer une courbe descendant là, par rapport à l'alignement des points. Une courbe comme ça. Mais ici, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on doit continuer comme ça? Ou alors, est-ce qu'il y a un composé là? Et c'est grâce, n'est-ce pas, aux techniques d'analyse précédemment évoquées qu'on peut se dire. Alors, on analyse, n'est-ce pas, au microscope électronique à balayage et avec le système de dosage, différents échantillons ici. S'il se trouve que ces échantillons ne contiennent que du A et du B, juste à poser, alors on continue notre ligne comme ça. Mais, et finalement, nos diagrammes seraient comme ça. On aurait ici du liquide et du liquide plus B, et ici du liquide plus B encore. Et, n'est-ce pas, A plus B. Ce qui est très peu probable, sauf si le composé B est polyforme. C'est-à-dire si le composé B peut changer de structure tout seul, n'est-ce pas, en fonction de la température. Alors, il y a aussi cette possibilité, alors, je vais prendre ma gomme et gommer ça, gommer ça. Bon, je n'ai pas pu gommer, j'ai gommé par là. Voilà, on peut aussi voir que, en analyse,
Lorsqu'on analyse des échantillons d'ici jusqu'à un certain point, c'est A plus un certain composé. En dose au microscope, on voit que le composé contient une certaine proportion de A et de B. On analyse aussi ici dans ce domaine, on voit on voit deux phases bien sûr, et en dose ces phases, on voit que on a en présence B et une autre phase qui ressemble à cette phase qui est présente ici. Alors en dosant, n'est-ce pas, cette phase, comme on a montré précédemment, on peut déterminer sa position, peut-être là, et on peut dire que ce composé est ici. Et donc, continuons de ce invariant là. Et donc, du coup, on a ici un composé bien défini, AX, BY. Le dosage au microscope électronique à balayage nous permet de déterminer la proportion de X et de Y, comme on a fait pour AUSB de tout à l'heure. Alors ici, nous avons du liquide tout au-dessus, du liquide plus B, et ici nous avons AX, BY plus B. Nous aurons ici AX plus BY, pardon, plus du liquide. Et on aura ici A plus AX BY. Et ici donc, on aura du liquide plus du liquide plus A. Voilà. Ici, nous avons, n'est-ce pas, un invariant, des réactions péritectiques. On a du liquide plus du solide B dans l'équilibre avec le composé AX BY. Et là, c'est la température de la réaction péritectique. Donc, on a vu la réaction eutectique, on a vu la réaction péritectique. Et ici, nous avons une réaction eutectique. Point P est là. Nous avons du liquide qui va donner A, du liquide qui va donner, donc les sensibles, c'est bien, A, A plus AX BY. Ça, donc ce diagramme comporte deux réactions invariantes. On a deux traits horizontaux ici. Ça, c'est l'invariant eutectique. Ça, c'est l'invariant péritectique. Bien, on va continuer. Alors, mais il se peut aussi que, c'est la plupart des cas d'ailleurs, que cet invariant n'arrive pas jusqu'à l'axe, jusqu'au composé plus haut ici. Donc, l'invariant s'arrête à un certain trait ici. Et on analyse des compositions E4 ici, E5 là. On voit que E5 est homogène au microscope. Quand on regarde au microscope, E5 est homogène. Alors que E5 a bien été pris ici à l'intérieur du segment, donc il devrait être, n'est-ce pas, un constituant de A et B. C'est-à-dire on devrait voir deux phases distinctes. Mais on voit une seule phase homogène. C'est-à-dire que, quelque part, notre diagramme définit ici une certaine solution solide. Je vais gommer pour être un peu plus précis. Pour être un peu plus précis, je vais gommer tout ça. Voilà. Et donc je reprends. Je vais gommer celui-là aussi. Je reprends.
Donc, ici, on a, n'est-ce pas, E5 est dans le domaine des solutions solides. On peut avoir, voilà, on peut dessiner le diagramme comme ça. Voilà. Et si pareil pour E4, hein, voici l'image de E4 au microscope électronique à balayage, c'est homogène. Donc on peut dessiner cette ligne-là. Alors cette ligne, donc on définit la frontière ici, peut être, on peut prendre plusieurs échantillons, hein, d'ici E4, et ou bien E4 lui-même qu'on trempe à différentes températures, hein, T1, T2, T3, T4, pour déterminer, n'est-ce pas, les proportions de A, les quantités de A, de B dans la phase alpha, et les quantités de A dans la phase alpha, et donc cette quantité, en fonction, n'est-ce pas, de la température, va permettre de construire cette courbe-là. On appelle ça le solvus. Solvus. Voilà. Parce que c'est la ligne qui définit la solubilité d'un constituant dans l'autre. Donc ici, donc, on va nommer ça bêta ou bien B entre parenthèses. Ici, donc, on va nommer ça alpha ou bien A entre parenthèses. C'est-à-dire solution solide basée sur A, solution solide basée sur B. Et donc ici, on aura alpha plus bêta. Et donc, le liquidus, on va le définir habituellement comme ça. Comme ça. Et donc, on aura ici liquide plus bêta. Ici, on aura liquide plus alpha. Et ici, on aura alpha plus bêta. Ça, c'est le cas d'une réaction eutectique, n'est-ce pas? Liquide en équilibre avec alpha plus bêta. Alpha et bêta ne sont rien d'autre que A et B, mais avec... c'est-à-dire c'est une phase qui contient une certaine quantité de B, mais au lieu de donner, n'est-ce pas, au microscope deux phases différentes, ça donne une phase homogène là. Et donc on appelle ça phase alpha. C'est une phase très homogène. C'est une solution solide. Bêta pareil. Donc voici comment on peut définir, n'est-ce pas, des solutions solides. Alors, la règle des moments chimiques. On va partir avec notre réaction eutectique. Notre invariant qui est là. Notre invariant qui est là. Notre courbe de liquidus qui part de l'eutectique jusqu'à la température de fusion de B. Notre courbe de liquidus qui part de la température de fusion à l'eutectique. Et le liquide tout en haut là. Alors, on a pris un constituant qui est ici, un composé là, E, qui contient une certaine proportion de A et une certaine proportion de B. On chauffe jusqu'à la température temps et on vous demande à cette température là, elle contient combien de proportions en alpha et combien de proportions en liquide. Puisque dans le domaine, nous avons liquide plus alpha. Ce qu'on fait, par mesure scientifique, on chauffe E jusqu'à cette température-là.
On le fait sortir du four brusquement, on trempe dans de l'eau un mélange eau-glace ou bien un autre mélange réfrigérant. C'est-à-dire, c'est comme si on photographie cet échantillon-là à cette température. Quand on va regarder au microscope électronique à balayage, on aura une figure comme ça. On aura peut-être une phase homogène comme ça et une autre phase. Pardon, je suis désolé. Voilà. Donc on aura une phase comme ça et une autre phase, voilà. Ça a deux phases en présence comme ça. Phase 1 et phase 2. Et le microscope électronique, la sonde, nous permet de doser la présence, n'est-ce pas, de ces différentes quantités-là, des proportions de A et B, n'est-ce pas, dans chaque phase. Alors, la règle des moments chimiques, on va l'utiliser pour déterminer, n'est-ce pas, les proportions par le calcul. On trace un horizontal là. Ne confondez pas ça à un invariant. On fait une projection ici. On détermine, n'est-ce pas, les coordonnées ici. Et on fait une projection là. On détermine les coordonnées là. Alors, la proportion, n'est-ce pas, de la phase alpha sera déterminée par la longueur. On va nommer ça M. On va appeler ça X, non quoi, Q et R. Donc, la proportion de la phase alpha sera donc égale à la proportion de la phase alpha sera donc égale à Rm alors Rm, mon stylo n'écrit pas, je suis désolé, Rm sur R multiplié par, oh là là, multiplié par 100, qui est égal à pourcentage, n'est-ce pas, de liquide. Pourcentage de liquide. Et le pourcentage de la phase alpha sera égal donc à, excusez-moi, pourcentage d'alpha plutôt que de liquide. Et le pourcentage de liquide sera donc égal à MQ sur R fois 100, qui est égal à pourcentage de la phase liquide. Alors, les distances RM et RC, ce n'est rien d'autre que la soustraction, n'est-ce pas, des coordonnées ici. Donc, les fractions molaires déterminées ici. Pour calculer RM, par exemple, c'est composition en R moins composition en M. Pour calculer, n'est-ce pas, MQ, composition en M moins la composition en Q. Voilà. Donc, voici comment il faut utiliser la règle des moments. Bien. Je vous remercie et j'espère que ces explications pourraient servir plus d'un. Au revoir.